Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, c'est le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale, le SNPDEN, qui est dans tous ses états. Écoutez bien, auditeurs, auditrices de Sud Radio, résistantes de Sud Radio. Il se passe quelque chose quand même d'assez grave. La laïcité est-elle en danger? La laïcité dans les écoles, dans les établissements publics locaux d'enseignement, comme on dit, est-elle en danger? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. C'est un rapport explosif, c'est un rapport très important, très sérieux, qui vient d'être rendu public aujourd'hui, ce matin, par le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale, qui est allié à la fédération UNSA Éducation. Alors, qui s'agit-il? Ils ont enquêté pendant des mois. Et le SNPDEN, c'est les personnels de direction des établissements publics locaux d'enseignement, les proviseurs, adjoints de lycée, principaux et adjoints de collège, directeurs d'établissements régionaux d'enseignement adapté, d'écoles régionales, de sections d'enseignement, etc., etc. Donc, il ne s'agit pas des directeurs d'écoles primaires qui appartiennent au corps de professeurs des écoles. Non, il s'agit des personnels de direction. Et là, ils ont des choses à dire. Et ils viennent nous le dire. Et c'est très, allez, j'allais dire préoccupant, mais c'est plus que ça. Voilà, c'est l'enquête laïcité. Et donc, ce matin, ils ont révélé à la presse leurs chiffres. Et ces chiffres, quand même, je vous les donne, je vous les livre. Voilà ce qu'ils disent. Les personnels de direction sont 42% à constater la présence d'élèves qui entrent ou sont entrés avec des tenues vestimentaires dites culturelles, entre guillemets, et qui peuvent être utilisées dans le cadre d'une pratique religieuse. C'est une difficulté dans la gestion du quotidien des personnels de direction. Voilà, vous avez bien compris. Tenues vestimentaires dites culturelles qui peuvent utiliser dans le cadre d'une pratique religieuse. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est pas seulement soit le voile, soit telle ou telle tenue. Non, ça va dans les contestations des contenus d'enseignement. Les personnels de direction sont 26% à constater une ou des contestations des contenus d'enseignement. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Donc ce sont les élèves qui contestent, et bien sûr, au nom d'une vérité religieuse, dite entre guillemets. Vous voyez, on est très prudent, on dit vérité religieuse, très bien. Et ils disent ceci. Donc, pour les tenues vestimentaires, eh bien, le syndicat souhaite que la loi de 2004 soit révisée pour s'adapter aux nouvelles stratégies de contournement, parce qu'il y a des élèves qui contournent effectivement tel ou tel détail pour porter telle ou telle tenue. Pour le contenu, cela induit de l'autocensure chez les enseignants. Vous entendez bien, de l'autocensure. Les programmes régaliens ne sont pas respectés sur tout le territoire. Ça veut dire en ce qui concerne l'histoire, en ce qui concerne l'histoire des religions, mais aussi l'enseignement, mais etc. L'adhésion aux valeurs de la République est questionnée, disent-ils. Vous allez me dire, ils sont que 26%, mais ce n'est pas rien. Un renforcement de la formation pour tous les personnels s'impose. Voilà. Alors évidemment, 43% n'ont pas signalé à l'institution les problèmes de tenue vestimentaire, 37% n'ont pas signalé les contestements d'enseignement. Je rappelle donc, d'un côté, le vestimentaire, d'un autre côté, au moins aussi grave, sinon plus, le contenu des cours, le contenu de l'enseignement. Et alors, ils donnent ceci, ils le disent, noir sur blanc, le syndicat, pour des raisons qui expliquent le non-signalement ou censure chez les personnels de direction. Alors certes, l'équipe de direction réglé le problème ne le signale donc pas à l'institution. La conviction, écoutez-moi bien, parce que tout est dans les mots et le choix des mots. La conviction qu'ils ne seront pas suivis par l'institution et qu'ils seront seuls face à ces situations complexes. Rappelez-vous, nous avons reçu Frédéric Mortier, je ne parlais pas des professeurs menacés et sommés de faire attention, sinon on vous la fera à la Samuel Paty. Le manque de temps, disent-ils, pour gérer ces situations, la crainte d'être considéré comme incompétent et évidemment l'impact éventuel sur leur carrière. Qui va leur jeter la pierre?
Qu'est-ce qui se passe, ce qui se passe dans les cours et à l'intérieur des cours. Voilà. C'est quand même extrêmement grave. C'est 35% de constats. Alors, où ont été faits ces constats, ces contestations? Eh bien, contestation au cœur d'une métropole ou grande ville, 38% de constats en banlieue d'une grande ville, 24% de constats au cœur ou à proximité d'une petite ville ou ville moyenne et 6% de constats en milieu rural. Évidemment, le milieu rural n'est pas touché de la même façon. En revanche, vous voyez, 35 et 38% au cœur d'une métropole, au cœur d'une grande ville, 38% de constats en banlieue. Ça veut dire, ce qu'ils disent, et ce qu'ils disent est quand même très grave, c'est que la laïcité est en danger. On le savait, on l'avait entendu, le nombre de rapports qu'il y a eu depuis des années le montre, le démontre, et là, c'est une enquête, effectivement, une enquête d'un syndicat de personnel de l'éducation nationale, et qui sonne le tocsin, et qui dit attention, alerte, alerte, alerte maximale, ou jusqu'où on va. Et bien voilà, est-ce que ça va jouer? Est-ce que ça va bouger? Est-ce que, encore une fois, les gens vont avoir les colonnes vertébrales de dire, écoutez, la République, ça commence là, et l'adhésion aux valeurs de République, c'est incontestable. Est-ce qu'on va revenir à ce qu'on appelle, effectivement, au-delà de cette limite, votre ticket cultuel, votre QT, votre ticket, quel qu'il soit, n'est plus valable? Est-ce qu'il y a des règles qui s'appliquent à tous ou pas? On revient toujours au même point, mais voilà un rapport de plus qui est sorti ce matin et qui constate à quel point, effectivement, le problème est grave. Donc, on suit, mais surtout, vous aussi, comme nous, comme tous les autres, soyons vigilants et agissons à tous les niveaux, en conséquence, au niveau de votre ville, de votre quartier, de votre rue, de vos enfants, de vos écoles, du personnel. Agissez, 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 tant que vous pouvez. Sinon, vous savez, ce sont les autres qui agiront pour vous et à votre place. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Alors rappelez-vous, c'était le lendemain du 6 janvier 2021. C'était quand une horde, effectivement, a envahi le Capitole, le Congrès des États-Unis, après la défaite de Trump aux élections, de Donald Trump aux élections présidentielles américaines. Et rappelez-vous, tout ce qu'on avait dit et tous, et on pensait que c'était ça, avec ces gens accoutrés d'une façon incroyable, qui rentraient dans le Capitole, qui rentraient dans le sacro-saint, effectivement, lieu de la représentation américaine, que ce soit le Sénat ou la Chambre des représentants. Et rappelez-vous, c'était quoi? C'était la nuit du Reichstag, c'était l'incendie du Reichstag, c'était la nuit des longs couteaux, c'était la nuit de cristal, ça y était. Voilà, le nazi Trump, avec ses hordes, avait ordonné, lui, que l'on prenne le Capitole. C'était le coup d'État, on sonnait le tocsin, la résistance, et pratiquement tout le monde se disait vraiment c'est pas possible, heureusement que ce type est parti, ce malade, et regardez qui il avait. Et puis, c'était donc il y a plus de 2 ans. Et puis, vous savez, on a commencé à enquêter, c'est toujours pareil, les narratifs sont là, ils commencent à s'installer, et quiconque, évidemment, oser contester ou même questionner, je dis bien questionner, le narratif dominant et ultra dominant était évidemment un complotiste, à la droite d'Adolf Hitler, etc., etc. Et puis on enquête. Et puis on enquête. Et hier soir, sur la chaîne Fox News, le journaliste Tucker Carlson a fait visionner, il a donné les résultats, il a fait visionner 40 000 heures, ou pratiquement, en tout cas des dizaines de milliers d'heures de vidéos, car vous savez que le Congrès est truffé de caméras. Donc, ils ont tout regardé. Ils ont pris effectivement du temps de regarder, des mois pour regarder ce qui s'est littéralement et vraiment passé ce fameux jour du 6 janvier 2021 au Capitole, que l'on a annoncé comme cette tentative de coup d'État, la première dans l'histoire américaine. C'était terrible et on voit bien que la démocratie était en danger et c'était les hurlements à travers la planète. Eh bien écoutez, le narratif, c'est pas du tout celui-là. Stanislas Berton, bonjour.
Stanislas, bonjour André. Oui, Stanislas, vous êtes essayiste, vous êtes écrivain, vous avez écrit, on vous a reçu d'ailleurs pour vos 3 tomes de L'homme et la cité, des essais tout à fait intéressants. Vous avez suivi cette histoire depuis longtemps, vous l'avez suivi très assidûment. Et qu'est-ce qu'on découvre suite aux révélations de Fox News et surtout suite aux révélations des vidéos, des caméras qu'on a pu aujourd'hui sortir alors que pendant 2 ans, c'était pas possible? Oui, alors ce qu'on découvre, vous venez de le dire, hein, c'est que tout le récit médiatique qui avait été fait autour de cet événement était un tissu de mensonges. Et je tiens quand même à préciser au départ qu'on doit ces éléments au nouveau président de la Chambre, hein, Kevin McCarthy, qui est le nouveau président de la Chambre des représentants et qui a donné aux équipes de Tucker Carlson accès à tous ces éléments de vidéosurveillance qu'on n'avait pas auparavant. Et c'était interdit avant, on ne pouvait pas les consulter, c'est ça? En tout cas, ils avaient refusé. Donc l'ancienne présidente, c'était Nancy Pelosi, on va voir le rôle qu'elle a pu jouer dans ces événements, refusait de donner accès aux journalistes. Donc maintenant, on a ces vidéos qui ont été données grâce au changement de majorité à la Chambre des représentants. Et donc, ce qu'on découvre, en fait, on le savait, ceux qui avaient suivi ça depuis le début le savaient déjà. Aujourd'hui, on le voit pour le grand public, on va dire. Mais ce qui est très bien, c'est qu'on voit en fait que c'est complètement, je dirais, le narratif est complètement battu en brèche. Alors déjà, il y a une chose qu'il faut rappeler au départ, c'est que Donald Trump avait demandé lors de son rassemblement il avait dit, il y a la possibilité, je peux donner l'ordre de déployer la garde nationale pour assurer la sécurité du bâtiment. Et il faut quand même rappeler, et Tucker Carlson le rappelle, que c'était le maire de Washington, Muriel Bowser, et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, qui n'avaient pas donné suite à la proposition de Donald Trump de protéger l'enceinte du Capitole. D'accord. Donc il y a déjà ça. Et ensuite, il y a les images en tant que telles. Alors les images, attendez, c'est très important. Attendez, Stanislas, les images, faut expliquer à nos auditeurs, les images, comment on peut les avoir? Le Congrès est truffé de caméras, ce sont les caméras qui sont à l'intérieur? Oui, dites-moi. Oui, exactement. Et il y a la police du Capitole qui s'occupe de la sécurité. Et donc là, ce que je viens de dire, c'est qu'en plus de cette sécurité interne au Capitole, il y avait la possibilité de déployer la garde nationale pour protéger vraiment de manière beaucoup plus drastique l'enceinte. Et ça, Trump avait fait la proposition à l'époque, et ça avait été rejeté notamment par l'ancienne présidente. D'accord, vous l'avez dit. D'accord. Voilà. Et donc ensuite, en ce qui concerne les images elles-mêmes, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a quelques hooligans qui cassent un petit peu, mais la majorité des gens rentrent dans le bâtiment, se promènent, font des selfies, c'est très paisible, c'est une ambiance bon enfant, ils font même des tours guidés en prenant des photos, etc. Et surtout, il y a un personnage qui est très important qui s'appelle Jacob Dansley. Et en fait, Jacob Dansley, vous savez, on l'a appelé le QAnon shaman. Vous savez, c'est cette figure haute en couleur ces photos ont fait le. Ah oui, le avec les cornes, avec le visage. Voilà, le chapeau en fourrure, les cornes du bison. Voilà, il a été appelé comme ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit dans les vidéos de Tucker Carlson? On voit cet homme qui rentre, qui a quand même été, je précise, inculpé qui a pris 4 ans de prison pour sa participation à cet événement. Et qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il rentre tout tranquillement et il est escorté jusqu'à la Chambre du Sénat par la police du Capitole dont on vient de parler. Donc on le suit vraiment mètre après mètre par les caméras de surveillance. Il rentre dans le bâtiment, il salue les policiers le prennent, l'escortent, il y a jusqu'à 9 policiers qui l'entourent, et très gentiment, très tranquillement, il l'amène jusqu'à la chambre elle-même, où là il sera pris en photo en train de hurler, de crier, mais avant de faire ça, il fait quand même une prière pour remercier Tucker Carlson le montre, il fait une prière pour remercier les policiers qui si gentiment l'ont accueilli et l'ont amené jusqu'à l'intérieur du Capitole. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre? Alors, oui, mais attendez, d'abord, quand même, Stanislas, il faut dire, ces gens-là, vous dites, ils faisaient des selfies, tout ça, mais enfin, ils n'avaient pas le droit de rentrer là-dedans. Ils ont quand même, en Amérique, où on est si respectueux de la légalité, ils ont quand même forcé les portes du Capitole et de la Chambre. C'est quand même pas très, ni légal, ni très civique, tout ça.
Alors ça, vous abordez un point qui est très intéressant, c'est ce qu'on voit aussi dans ces vidéos, Oui. c'est le rôle d'agent provocateur. Parce que ça, il y a quelque chose qui a été révélé, alors à la fois par ces vidéos et par le comité du 6 janvier, c'est le rôle d'agent provocateur durant cette manifestation. Il y a un personnage dont on n'a quasiment jamais parlé qui s'appelle Ray Epps. Ray Epps, c'est quelqu'un qui est sur place, qui a été entendu par le comité du 6 janvier. Et Ray Epps, on le voit très clairement sur de nombreuses vidéos, il incite les gens à rentrer dans le Capitole. C'est-à-dire, il dit il faut rentrer dans le Capitole, et il commence à pousser sur les barrières, etc. Et on voit après qu'à sa suite, il y a beaucoup de gens qui ouvrent les portes, qui poussent les portes, et après, on va dire, dans le sillage de ces quelques personnes, il y a la masse des manifestants qui étaient là. Des manifestants qui s'engouffrent. Et c'est intéressant le rôle de Ray Epps, parce que Ray Epps, il est identifié sur les vidéos, il a été identifié, il n'a jamais été inquiété par le FBI. Jamais inquiété par le FBI, alors qu'il a été identifié, on le voit sur toutes les vidéos et on voit son action. Et surtout, le comité du 6 janvier l'a interrogé, l'a interpellé sous la pression. Qu'est-ce que vous faisiez là? Et il a dit non, je n'étais pas là, je suis rentré à mon hôtel. Et ce qui est intéressant, c'est parce que comme l'enquête a été menée, on a les comptes rendus de ses textos et de ses communications. Et alors qu'il prétend devant le comité qu'il est rentré chez lui à l'hôtel, on a un texto qu'il envoie à son neveu où il dit « Je suis sur place, on est en train de rentrer dans le Capitole, et d'ailleurs, c'est moi qui ai tout orchestré. » Il dit en anglais littéralement « I orchestrated it ». Donc ça, c'est quand même quelque chose de très très important qu'on retrouve et qui est aujourd'hui évoqué. Mais il y a plein de choses qui sont autour de cette... Et les vidéos, Stanislas Berton, montrent ce que vous avez vu. Vous avez regardé complètement l'émission de Fox News d'hier soir. Les vidéos montrent beaucoup de choses de ce genre, oui, tout à fait. Mais il y a pas que... on voit vraiment les gens qui poussent. On voit clairement qu'il y a vraiment des agents qui entraînent le peuple. Et on voit aussi des gens, par exemple, qui tiennent les portes ouvertes. C'est-à-dire, ça, c'est assez frappant. On voit qu'il y a les portes, il y a même la police qui essaye un petit peu de faire son travail, mais on voit qu'il y a des gens qui maintiennent les portes ouvertes et qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites vraiment pour faire rentrer les gens à l'intérieur du Capitole. Donc il y a vraiment ce rôle d'agent provocateur, et Tucker Carlson le souligne dans son segment, c'est le rôle exact, c'est quel rôle a joué la communauté du renseignement et notamment le FBI dans cet événement, parce qu'ils étaient avertis, ils savaient qu'il allait y avoir une manifestation, Trump avait proposé de déployer la garde nationale, et on voit clairement des gens qui incitent vraiment Oui, vous voulez dire que le FBI était au courant, bien sûr, qu'il allait y avoir une manifestation devant le Capitole. Bien sûr, et puis vous savez aujourd'hui comment c'est avec les moyens de surveillance modernes, on a accès au bornage des téléphones, au contenu des SMS, on peut suivre les emails, etc. Donc oui, tout ça a été fait. Mais Alors, Stanislas, qu'est-ce que ça a entraîné? Il faut rappeler aussi à tout le monde, aux éditeurs, à tout le monde, qu'est-ce que ça a entraîné cette affaire du 6 janvier? Je crois qu'il faut appeler parce qu'il y a eu quand même des conséquences très, très fortes. Oui, exactement. Il y a eu des conséquences très fortes. Donc, il y a déjà beaucoup de gens qui ont participé, qui sont rentrés, qui ont été emprisonnés. Les prisonniers du 6 janvier, d'ailleurs Donald Trump plusieurs fois leur a rendu hommage, les a salués avec des peines de prison très très lourdes, je veux dire des années de prison. Jacob Dansley dont je parlais a pris 4 ans de prison, ce qui est vraiment énorme. Oui, mais alors attendez, je vous interromps quand même. Comment il se fait que Jacob Dansley a pris 4 ans de prison alors que selon ce que vous dites, enfin ce que montrent les vidéos, il était plus ou moins, je ne dirais pas de mèche, mais vous dites très bien qu'il a été escorté par les policiers jusqu'à la Chambre des représentants. Donc s'il était de mèche, comment ça se fait qu'il a attrapé 4 ans de prison? Ça c'est toute la question que soulève Tucker Carlson, c'est qu'il est condamné pour des faits d'obstruction. Je crois que la condamnation c'est obstruction d'une réunion officielle ou quelque chose comme ça. Oui. Et en effet, donc je dirais la contradiction, c'est s'il a obstrué quelque chose, pourquoi les policiers n'ont pas essayé de l'arrêter, de l'empêcher d'agir. À savoir, ça c'est quelque chose qu'il faudra aussi voir. Et donc, si vous voulez, ce qu'il y a eu aussi politiquement, ça a beaucoup joué, j'imagine aussi, sur les élections. Enfin, pas les élections Trump, là c'était fait, mais ça a joué dans le climat politique américain de l'époque. Oui, tout à fait, mais c'est surtout, en fait, ça a permis d'attaquer Trump. Donc, il y a quand même eu une volonté de dire on va faire une procédure d'impeachment contre Trump et on va l'empêcher de se représenter. On va mettre une procédure criminelle contre Trump pour incitation
incitation à prendre d'assaut le Capitole. Donc en fait, cette opération, elle a surtout servi, et notamment le comité du 6 janvier, le comité d'enquête, la commission d'enquête, a surtout été, ça a été très reproché, instrumentalisé pour empêcher Donald Trump, et là on voit qu'il a annoncé sa candidature qui se représentait là pour 2024. Il semblerait que c'est surtout visé à empêcher Donald Trump de se représenter en le représentant comme un danger pour la démocratie et qui est une condamnation pénale de son rôle, soi-disant rôle, dans cet événement. Et Stanislas Berton, juste, qu'est-ce qui peut aujourd'hui, qui peut changer la révélation de ces milliers d'heures de vidéos ? Ce que ça peut changer, c'est que c'est en train, une fois de plus, c'est encore un clou de plus dans le cercueil des médias de masse. Donald Trump disait toujours médias de masse, les médias de masse sont les ennemis du peuple. Là, les Américains se rendent compte qu'une fois de plus, on leur a menti. On a présenté les choses en fait de manière extrêmement biaisée. D'ailleurs, le segment de Tucker Carlson montre très très bien comment il y a eu un choix des images par les médias de masse pour, je dirais, rendre beaucoup plus violent et beaucoup plus agressif l'entrée en fait, des manifestants dans le Capitole. Il y a une vraie propagande médiatique et ça, c'est très important parce que au-delà de l'événement du Capitole, c'est une méthode qu'on retrouve toujours, et vous la dénoncez d'ailleurs dans votre émission régulièrement, c'est comment les médias de masse manipulent l'opinion publique. Et comme vous l'avez dit très justement, après il y a enquête. Après, le soufflet médiatique retombe et en fait, on se rend compte qu'il y a eu des mensonges. Il y a un autre exemple de ça, c'est par exemple, il y a eu un policier qui s'appelait Brian Sicknick, qui est mort durant la journée. Et les médias de masse ont dit, regardez, il a été tué, massacré par des Trumpistes assoiffés de sang, ce pauvre policier. Bon, c'est ce qui a été dit. On se rend compte aujourd'hui qu'en fait, ce pauvre homme, il a fait un AVC et qu'il est mort de son AVC. Mais ça a été pareil, la commission d'enquête a fait son travail plusieurs mois plus tard et ça, on n'en a jamais parlé. Merci Stanislas Berton, voilà, écoutez, c'est quelque chose qui se passe, on va suivre tout cela, mais attention au narratif, attention, toujours question à tout, toujours. Merci André. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Je vais vous dire, à supposer que je sois ministre de la Justice, garde des Sceaux, et qu'on ne soit pas ici à Sud Radio, dans l'Institut de Sud Radio, mais à l'Assemblée nationale, et que je fasse, ça pour, vous ne le verrez pas, chers auditeurs, mais tous ceux qui nous regardent sur YouTube le verront, et que je fasse ça. Pas une fois, deux fois, ça. C'est quand même pas bien, hein. Déjà comme ça, c'est pas bien du tout, franchement. Franchement, eh bien, écoutez-moi bien. Il y a eu un ministre de l'Éducation nationale qui s'appelle Éric Dupond-Moretti, qui a interprété à sa façon la déclaration des droits de l'homme. Écoutez. Mais je voudrais vous rappeler une toute petite chose. J'ai été mis en examen. Je ne suis pas condamné. Je conteste totalement les faits qui me sont reprochés. Maintenant, il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagnés de paroles à chaque fois, qui sont... Enfin, monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement? Vous avez fait deux bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée? Vous n'avez pas à faire des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre. J'ai dit madame, bras d'honneur à la présomption d'innocence, je l'ai dit deux fois. Et il s'est excusé, évidemment, ensuite, Éric Dupond-Moretti, il s'est excusé ensuite, mais quand même, dites-moi, on est dans quel pays, là? On est dans quel pays? On voit l'Assemblée nationale depuis quelque temps, hein. Franchement, il se comporte beaucoup plus dans une cour d'école de je ne sais pas où, plutôt que dans une assemblée dûment élue. Quel portrait, quel miroir, franchement. Et alors, le plus beau quand même, c'est ça. C'est quand le ministre de la Justice, d'ailleurs, dont il faut féliciter la franchise, ah non, j'ai pas fait un seul bras d'honneur, j'en ai fait deux, attention, hein, et j'assume, face à Olivier Marleix, et la présidente par intérim, présidente de l'Assemblée nationale, disait, mais enfin, qu'est-ce que vous faites, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous faites? Je rappelle qu'il est garde des Sceaux, ministre de la Justice, et qu'on ne dise que tout ne va pas bien dans ce cher et doux pays, qu'on ne donne pas l'exemple de la discipline, du tact, de la courtoisie, de la manière d'échanger, mais non. Voilà, la déclaration des droits de l'homme est entrée à l'Assemblée, et je ne sais pas comment elle va en sortir.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Djokovic, oui, Novak Djokovic, qui ne connaît pas Novak Djokovic. Hein. Il vient de remporter l'édition 2022 de Wimbledon. Il a signé un retour fracassant à l'Open d'Australie. 22e victoire dans un tournoi du Grand Chelem. Il est redevenu au passage le numéro 1 mondial. Mais, eh bien, il peut pas entrer aux États-Unis. Non, il ne peut pas, effectivement, défendre ses chances à Indian Wells et à l'US Open, vous savez, à l'automne, non, parce qu'il n'est pas vacciné. Et ça continue encore et encore, alors que énormément d'États aux États-Unis ont dit c'est terminé, tout cela. Eh bien, pas du tout. Pour Novak Djokovic, eh bien, il refuse toujours. C'est son droit, encore une fois. C'est un geste libérateur. Il le refuse. À tort ou à raison, nous n'entrons pas là-dedans. Il le refuse. Eh bien, il ne peut pas entrer aux États-Unis, le pays de la liberté, où le 6 juin 2021, on fait certaines choses, où on fait d'autres choses un peu partout dans certains pays, le pays de la liberté. Eh bien, le champion du monde de tennis, l'un des meilleurs, sinon le meilleur tennisman mondial, eh bien, il est interdit de séjour. Voilà qui donne aussi d'autres leçons sur d'autres déclarations des doigts d'autres hommes. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face du mercredi 8 mars, spécial retraite avec Claude Reichmann, le fondateur du Mouvement pour la liberté et de la protection sociale. Bonjour Claude Reichmann. Bonjour. Alors Claude Reichmann, on vous a déjà reçu, on vous reçoit toujours avec plaisir, parce que vous, comme d'autres, et c'est bien qu'ils existent, on peut être d'accord avec vous ou en désaccord total, on peut vous traiter de tous les noms, mais vous avez depuis des années, voire des décennies, une ligne, et vous la suivez, vous êtes cohérent en tout cas avec vous-même, et je voudrais, et là on est en pleine, hier il y a eu la grande manifestation pour la réforme des retraites, il y en aura d'autres, ce n'est pas la première, ce ne sera pas la dernière, alors on va parler de cette réforme des retraites, mais auparavant je voudrais que vous rappeliez à nos auditeurs, Claude Reichmann, au fond, les dépenses de ce qu'on appelle les dépenses sociales en France, elles se montent à combien et elles concernent quel domaine ? C'est en fait assez simple à résumer. Il y a en France chaque année, en tout cas actuellement, 872 milliards d'euros de dépenses sociales qui se décomposent ainsi. 226 milliards pour la maladie, 345 pour les retraites, 50 pour les allocations familiales, 170 pour le chômage et l'ensemble des aides à l'emploi, le total arrivant avec diverses autres allocations à 872 milliards, chiffre que je compare, car il est difficile à imaginer pour qui que ce soit. Oui, près de 1000 milliards, enfin on n'est pas loin du 1000 milliards. Près de 1000 milliards, ouais. Deux comparaisons intéressantes. C'est à peu près la même chose que ce que les Américains dépensent pour leur armée, la première armée du monde. Avec ça, ils tiennent le monde. C'est-à-dire qu'ils ont... De moins en moins, mais enfin, ils le tiennent, oui. En tout cas, ils l'occupent, au moins de façon... C'est le budget de l'armée américaine, vous dites. Exactement, 872 milliards et un peu plus, 1000 à 1100 milliards. C'est le fonds de réserve norvégien qui est alimenté par les recettes du pétrole extrait de la mer du Nord. D'accord. Oui, donc, pendant des années, les Norvégiens ont épargné ces recettes. Ils ont maintenant, évidemment, un fonds extrêmement riche qui va leur permettre de garantir les retraites des Norvégiens. Et nous, pendant ce temps-là, allègrement, chaque année, nous dépensons 872 milliards, mais ça augmente chaque année parce que il y a toujours de nouvelles dépenses qui se profilent à l'horizon. Alors, parlons de ces 345 milliards, en l'occurrence, concernant les retraites. Alors, on ne va pas résumer, on en parle du matin au soir, du soir au matin. Et quand vous entendez, oui, 62 ans, 64 ans, non, 60 ans, non, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, etc., est-ce que vous pensez que le problème, est-ce qu'on est à côté de la plaque, que le problème est mal posé ou pas ? Je pense qu'il n'est pas posé du tout, parce que il faut savoir ce que c'est qu'un régime de retraite. Bon, il n'y avait pas de régime de retraite quand les Français étaient agriculteurs. Ils travaillaient jusqu'à ce que l'âge leur permette plus. Oui. Et puis ensuite, ils restaient à la ferme où ils s'occupaient à de menus travaux. Puis quand l'industrialisation du pays a commencé, les agriculteurs sont allés en ville, ils sont devenus ouvriers.
Et là, il n'y avait plus personne pour les accueillir quand ils étaient âgés. Et donc, ils avaient une situation qui était effectivement assez pénible. Bien sûr. Et c'est un constat qu'a pu faire aussi Bismarck, le chancelier Bismarck, le chancelier prussien, qui avait une assez forte opposition sociale. Et il s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour les gens qui arrivaient à l'âge de la retraite. Alors, il a convoqué un universitaire de renom en lui demandant comment faut-il faire pour que les Prussiens aient une retraite qu'ils ne toucheront jamais. C'est ce qu'il disait. Oui, la question était très franche. À l'époque où l'espérance de vie n'était pas celle d'aujourd'hui. Alors c'est précisément ce qu'est revenu dire l'universitaire. Il a dit « Excellence, les Prussiens meurent à 65 ans, il faut donc fixer l'âge de la retraite à 65 ans. » Et figurez-vous, cher André Berkoff, que c'est toujours vrai. L'âge a changé, mais le principe est resté le même. C'est ça, c'est le fondement du principe, c'est celui-là. Exactement. D'accord. Et donc, vous vous trouvez dans une situation... Alors aujourd'hui, ça implique quoi tout ça, Claude Reichmann? Ça implique quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous en sommes au stade où on est encore fixé sur l'âge, alors que le problème, il n'est pas là. Si non, d'abord, le problème, c'est que nous avons choisi, nous, un régime entièrement en répartition. Oui. C'est-à-dire que les pensions de retraite sont toutes payées par les cotisations des actifs. Absolument. Or, de qui dépend-on dans un cas pareil? Du nombre d'actifs. Bien sûr. Or, le nombre d'actifs n'a pas cessé de diminuer. Quand on a créé ce régime en 1945, en réalité, il avait été créé avant, sous le régime de Vichy. Mais c'était pour des raisons différentes. Là, c'était parce que il y avait beaucoup de gens ruinés, parce qu'il y avait la crise économique, la crise financière, etc. À la Libération, le Parti communiste trouve excellent de maintenir le régime par répartition, parce qu'il va permettre effectivement de mettre sous tutelle l'ensemble de la population. Ce régime, à l'époque, comprenait 15 cotisants pour un retraité. 15 cotisants pour un retraité. À la Libération, c'était cela. Et juste, on va pas pour sauter les étapes, mais aujourd'hui, c'est combien de cotisants pour combien de retraités? Alors, aujourd'hui, il y a 1,4 cotisants pour un retraité. Donc, attention, 45... 15 cotisants pour un retraité, aujourd'hui 1,4 ou 1,5 cotisants pour un retraité. On va continuer à en parler, parce qu'il faut aller justement au fond du sujet avec Claude Reichmann. À tout de suite. Et au lendemain de cette journée de mobilisation sur la réforme des retraites, vous nous appelez au 0826 300 300 pour interroger Claude Reichmann. À tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Quelle retraite pour quelle société? On en parle avec Claude Reichmann, qui a écrit d'innombrables articles et des livres sur la protection sociale, comment la maintenir et surtout comment la renforcer et comment faire qu'elle ne soit pas qu'un rideau de fumée. Claude Reichmann, alors on parlait effectivement du déséquilibre cotisant-retraité, on voit très bien ce qui se passe entre 45 et aujourd'hui, 80 ans après. Mais alors justement, aujourd'hui, alors voilà, on en parle du matin au soir, chacun a son idée, c'est l'auberge espagnole de toutes les initiatives, y compris des conseils citoyens, enfin. Mais au fond, aujourd'hui, on sait très bien ce qui se passe, on sait très bien que l'argent existe, mais enfin, il est réparti comment, etc. 345 milliards, c'est quand même pas mal d'euros, pas mal du tout. Alors, au fond, ce que vous dites, vous, et hors antenne, vous m'en parliez, il faut que chacun soit libre de choisir la retraite qu'il veut. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire concrètement que d'abord il y a un principe qui est, je pense, celui de la France, la liberté. La liberté est complètement annihilée quand il y a quelqu'un, quel qu'il soit, qui vient vous dire « Ah tiens, vous partez à tel âge » ou bien « Vous avez telle retraite ». Alors évidemment, c'est un fonds commun, mais qui n'est pas partagé de façon commune.
Donc, à partir du moment où vous laissez le contrôle de vos ressources à quelqu'un, c'est cette personne qui contrôle également votre vie. Donc, le principe de base que je défends et qui, à mon avis, doit s'étendre très largement, c'est celui de la liberté. Ça veut dire quoi? Oui, il n'y a aucune raison que la retraite que vous allez avoir soit décidée par d'autres que vous. Alors certains vont dire, mais enfin, comment? C'est d'intérêt général, mais non. C'est pas ça, il faut quelqu'un pour gérer tout cela. Oui, justement, vous pouvez le gérer vous-même. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. La retraite, tout le monde croit que c'est uniquement un placement d'argent. Alors c'est le cas, effectivement, il y a énormément d'organismes qui accueillent les placements d'argent, qu'il s'agisse de fonds de pension, de assurance vie, assurance vie, etc. Et notamment l'assurance vie, qui est, il faut le savoir, dans la loi française et dans le code de la sécurité sociale, parfaitement autorisé par la loi. D'accord. Donc, vous placez, mais vous avez aussi bien d'autres moyens de le faire. De vous constituer une épargne. Je vous rappelle quand même le mot de Guizot, ça date du 19e siècle. Il disait « enrichissez-vous », mais on oublie de citer la suite de la phrase, par le travail et par l'épargne. Bon, on savait dès cette époque, et on le sait de toute éternité, que seule une épargne, quelle qu'elle soit, mais enfin il en faut une, vous permet de faire face à vos vieux jours. Donc, vous vous trouvez dans une situation où tout le monde, aujourd'hui, doit se soucier de ce que sera son avenir. Ça veut dire quoi? Préserver une part, donc, de ses revenus, de ce qu'on gagne, pour la retraite, c'est ça? Pour des placements qui pourront être utilisés lors de la retraite. D'accord. Et donc, ces placements sont divers et variés. Ça peut être aussi bien un achat d'appartement, ça peut être un achat d'un fonds de commerce, ça peut être tout ce que l'on veut, et tout ce qui est susceptible de rapporter de l'argent. Mais ce qui est très important dans cette affaire, c'est que ceux qui vont placer de l'argent sont directement intéressés, bien sûr, à ce placement. Et ils vont changer de mentalité. Ils vont devenir responsables d'eux-mêmes et ils vont devenir finalement autonomes. Et je vais vous donner un exemple chiffré qui est impressionnant. Allez-y. Les retraites, c'est 345 milliards. Qui paye ces 345 milliards? Les jeunes, pour l'essentiel, qui ne verront jamais la trace d'une prestation de retraite. Jamais. Les jeunes d'aujourd'hui ne verront pas la retraite. Non. Donc vous devez leur rendre les 345 milliards, qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Certains placeront... Mais attendez, si je rends les 345 milliards aujourd'hui, qui va payer la retraite des retraités d'aujourd'hui? Justement, l'État doit assumer ses responsabilités. C'est l'État qui a obligé les Français à ce système. Donc l'État doit faire en sorte de réduire nombre de ses dépenses pour garantir jusqu'à l'extinction du dernier retraité la pension de retraite qu'on lui a promise. Bon, ça, donc l'État doit tenir ses promesses, vous dites, de ce point de vue-là. Alors c'est quelque chose de très difficile pour l'État, qui est fondé sur l'idée qu'on ne doit pas tenir ses promesses. Sinon, l'État s'effondre. Or, ça c'est c'est un véritable scandale, parce qu'en vérité, une promesse, elle doit être tenue. Une promesse, c'est quelque chose qui engage celui qui l'a fait, et en l'occurrence, c'est l'État qui s'est engagé à nous verser des retraites en fonction de nos cotisations. Et donc, l'État, depuis maintenant au moins 40 ans, en débat en permanence. Le dernier qui se soit vraiment penché sur la question par écrit, c'est Michel Rocard, qui a fait un livre blanc dans lequel il expliquait que le système va s'effondrer. Bon, nous étions en 1988. Oui. C'était le début du deuxième septennat de M. Mitterrand. Absolument. Et donc, le système ne s'est pas effondré. Enfin, pour le moment. Savez-vous pourquoi il ne s'est pas effondré? Parce que Michel Rocard, voyant ce qui se passait, a créé une nouvelle taxe qui s'appelle la CSG, qui rapporte aujourd'hui 100 milliards. La contribution sociale généralisée. Exactement, généralisée, ça c'est magnifique. Oui. Et donc, et tout le reste a été fait d'endettement. Donc nous sommes actuellement à 3 000 milliards de dettes. Exact. Et
très, très sincèrement, je ne crois pas qu'on puisse vraiment faire face à une dette pareille, sauf si arrive au pouvoir une majorité, et surtout un homme, parce que c'est un homme qui va s'engager à faire en sorte que les Français ne soient pas spoliés systématiquement. Et qui tient alors cet homme ou cette femme devrait décider quoi? Il devrait décider, premièrement, de supprimer le régime de retraite. Supprimer. Complètement. Complètement. De le transformer en un régime d'allocation vieillesse, tout ce que vous voulez, ça existe déjà dans les noms. Mais qui sera ouvert uniquement aux retraités actuels et à ceux qui ont atteint un âge où on ne peut plus vraiment prendre de dispositions. Par exemple, quelqu'un qui arrive à 50, 52 ans, 53 ans, il va falloir lui donner quelque chose, il n'aura plus le temps de constituer. Alors on va en parler sur cette suppression que prône Claude Reichmann tout de suite après cette petite pause. Mais on va continuer et avec vous, auditeurs du Sud Radio, parce que ça vous concerne tous, bien sûr. Oui, vous avez des questions sur les retraites, sur vos retraites, vous nous appelez au 0826 300 300 pour interpeller Claude Reichmann. À tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Nous ne voulons pas d'une vie privée qui ne soit faite que de privation et nous ne voulons pas d'une retraite qui soit un retrait de la vie, bien sûr. Claude Reichmann, on a parlé un peu de justement, vous avez esquissé quelques pistes, mais juste un mot. Vous avez parlé, vous dites voilà, chacun peut choisir un appartement, un placement, etc. et choisir par rapport à, justement, vous investissez pour votre retraite. Très bien. Enfin, vous savez très bien que il n'y a pas de métier sans risque. Vous dites placement, mais si demain j'ai investi, voilà, dans tel ou tel placement, et que ça s'effondre, et que c'est, voilà, je ne dirais pas les emprunts russes, mais imaginez la métaphore des emprunts russes, et tout ça se casse la margoulette. Qu'est-ce que je fais? Moi, je me retrouve gros gens comme devant, parce que qui dit investissement dit risque, non? Vous vous retrouvez comme maintenant, c'est-à-dire ruiné, parce que vous êtes ruiné. Vous êtes retraité, vous faites autre chose, heureusement, mais vous êtes ruiné. Les retraités sont ruinés. Alors, ils ne le savent pas, mais ils sont ruinés. Parce que... Là, ils touchent quand même ruinés, ils touchent quand même leur pension aujourd'hui. À l'heure où on parle, Claude Reichmann. Est-ce que vous pouvez garantir qu'ils la toucheront demain? Non, car il n'y a plus de gens pour la payer. En tout cas, plus assez. Donc, ce que je veux signaler, c'est que le placement, c'est quelque chose qui est finalement extrêmement banal. Par exemple, l'assurance vie. Bon, l'assurance vie, c'est tout simplement une assurance retraite. Bien sûr. Et vous pouvez la souscrire dans des conditions qui vous amèneront, après le temps habituel dans lequel on cotise, à une retraite substantielle. Alors, on me cite souvent le cas du SMICAR. Oui, alors, parce que j'allais vous dire, vous comprenez, tout ça c'est très bien, mais quand je touche, comme 80% des Français, 2000 euros par mois, ou un tout petit peu plus, et même moins, et même tout à fait moins, et c'est le cas de 80% de la population, sinon plus, qu'est-ce que je fais? Alors, je vous donne l'exemple du SMICAR, j'ai fixé la somme à 1500, parce qu'il y a... 1500 euros par mois. Par mois, c'est un peu plus avec les charges sociales, un peu moins avec... Mais bon, 1500 euros, ça représente actuellement une cotisation retraite de 231 euros par mois. Donc, pendant 42 ans, vous allez payer 116 000 euros au total, et vous toucherez une retraite de 1031 euros. Ça, c'est la retraite du SMICAR. Ensuite, vous décidez, selon mes propositions, que désormais, c'est vous-même qui assumerez votre retraite. Donc, les fameux 231 euros qu'on vous prend, vous allez les mettre en assurance vie, c'est-à-dire un placement à 4%, par exemple. Ouais. Et pas un placement... Il y en a encore des placements à 4%. Il y en a de plus en plus. De plus en plus. Oui, parce qu'avant, on a vécu une période folle où il y avait des taux d'intérêt à 0%, ce qui était une véritable catastrophe. Et grâce auquel, d'ailleurs, tous les fonds de retraite buvaient le bouillon. Bien sûr. Parce que c'est pas possible, on peut pas alimenter une épargne à 0%. Donc je place, moi, à SMICAR. Alors vous placez SMICAR dans une assurance vie, la plus banale qui soit, et vous allez, au terme de 42 années où vous aurez versé 231 euros,
vous allez toucher une retraite qui sera un peu inférieure à celle que vous touchez actuellement. Elle sera de l'ordre de 800 à 810 euros. Mais le problème, c'est que vous avez dans votre portefeuille 243 000 euros représentant les intérêts composés de vos placements successifs. Einstein a dit « les intérêts composés sont la 8e merveille du monde ». C'est formidable. Vous voulez dire, attendez, non mais c'est intéressant, vous dites je cotise, mettons, 231 euros, oui, et j'aurai dans l'actif de mon assurance vie, oui. Mais d'où ils sortent ceux-là? Eh bien, c'est extrêmement simple. La première année, vous versez 231 euros. Oui. Bon, ils sont placés à 4% dans votre assurance vie. Oui. Donc, vous avez, pour la deuxième année, vous avez 231 euros plus les intérêts. Et vous les placez de nouveau à 4%. Vous faites ça pendant 42 ans, et à l'arrivée, vous avez 243 000 euros. Alors, ça vous donne, si vous placez ces 243 000 euros à 4%, vous avez 800, un peu plus de 800 euros. Donc moins que ce que vous touchez, que vous êtes censé toucher actuellement. Oui. Mais vous pouvez puiser un peu dans votre épargne, c'est-à-dire les 200 euros qui vous manquent, vous les prélevez de votre épargne, et vous pouvez faire ça pendant 91 ans. Mais vous n'allez pas vivre 91 ans, puisque vous avez 62 ans, et vous allez décéder, comme le disait Donc Bismarck. je peux piocher plus. Vous pouvez piocher plus, bien sûr, vous pouvez piocher ce que vous voulez. Mais admettons, pour aller jusqu'au bout de l'hypothèse, que, arrivé à l'âge de la retraite, vous savez, votre retraite de 810 euros que vous verse votre capital, et vous piochez 221 euros, et à l'arrivée, quand vous décédez, vous pouvez laisser à vos héritiers la coquette somme de 195 000 euros. Vous avez un héritage. Ils ont un héritage, vos descendants. Alors qu'aujourd'hui, vous décédez, c'est fini. Plus personne ne touche rien. Vous êtes à une retraite, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Alors, je ne vous parle pas des gens plus aisés qui, eux, peuvent arriver à des sommes beaucoup plus importantes, mais est-ce qu'il est normal, cher André Berkoff, qu'un smicard soit privé de pouvoir avoir des héritiers à qui pourra léguer quelque chose sans spolier quiconque? Est-ce qu'il est normal qu'une société le permette? Et aujourd'hui, j'estime que non. Aujourd'hui, ça, le smicard peut le faire ou pas? Aujourd'hui, c'est-à-dire selon la loi, selon il peut les le règlements, faire. Alors il peut le faire. Il lui suffit de contracter une assurance vie, où que ce soit une société d'assurance, une banque, une mutuelle. Tout ça est prévu par le Code de la Sécurité sociale. Et donc, avec ce placement, pendant la durée que j'ai indiquée, c'est-à-dire les 42 ans, il va se constituer une retraite qui sera supérieure, en tout cas globalement, à ce qu'il touche actuellement. Et surtout, vous allez rendre aux jeunes gens de ce pays l'argent qu'on leur prélève. Vous allez changer les mentalités, non pas des jeunes gens qui ne demandent qu'une chose, c'est pouvoir vivre et entreprendre, mais vous allez changer l'état d'esprit. Pensez-vous que, est-ce qu'il est normal que sur les ondes, on entende des prêcheurs qui viennent nous expliquer, jeunes gens, venez manifester avec nous, grâce à ça vous aurez une retraite. Et même Madame Macron, qui en l'occurrence, je le crois, était sincère. Son mari est de lui raconter des grâces et elle l'a cru. C'était peut-être pas la première fois d'ailleurs. Et donc, c'est une autre question. C'est un autre sujet. Enfin, Madame Macron a fait un exposé, elle était interviewée sur une chaîne de télévision. Et elle a dit, surtout, je la cite, ce qu'il faut, c'est que les jeunes gens comprennent que ce que nous voulons, c'est leur promettre et leur préparer une retraite. Donc, une femme, comme elle a quand même été professeure, elle ne peut pas dire n'importe quoi, elle ne peut pas mentir effrontément, je ne le crois pas. On ne peut pas, aujourd'hui, avec ce qui existe, mais il n'y a pas de faux. retraite. Mais ce qu'elle dit est totalement faux. C'est, jeunes gens, on va vous plumer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une plume sur votre corps, et ensuite,
vous irez au Secours populaire, s'il existe encore. Comme disait Audiard, il ne vous restera plus que l'impôt sur les eaux. Voilà, exactement. Audiard, qui était un grand philosophe. Savez-vous, la langue que parlait Audiard, c'est extraordinaire, il l'a dit lui-même. Je parle la langue du 14e arrondissement. Absolument. Ouais. Je crois qu'il y a des auditeurs et nombre d'entre eux, et pas des moindres, qui voudraient réagir. Il y a beaucoup d'auditeurs et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Vous avez la parole pour interpeller Claude Reichmann sur le sujet des retraites, sur vos retraites. Et on accueille tout de suite Marc de Bordeaux. Bonjour Marc. Oui, bonjour Marc. Bonjour Claude. Écoutez, je vous appelle parce que moi j'aurais bien aimé avoir cette information plus jeune. J'ai bientôt 47 ans. J'ai 20 ans métier d'aide-soignant, dont dernièrement je suis aide-soignant à domicile. Et pour 10 ans d'ancienneté, je n'arrive pas à mettre un seul sou de côté, si ce n'est pour peut-être payer une voiture électrique à cause de mon métier. Avec tout le coût de la vie aujourd'hui, je touche à peu près, allez, j'ai pas de tabou, avec 2 dimanches travaillés, 1700 € net. Je touche plus qu'un smicard. Très bien. Demain, j'ai compris que j'aurai pas de retraite. Très bien. J'ai pas les moyens à la fin du mois de mettre de côté parce que j'ai besoin de manger un petit peu décemment et de payer mes factures. Donc, comment je fais pour prélever 200 € sur quelque chose que je n'ai pas? Claude Reichmann. Alors, bonjour monsieur Marc. Et je vais vous répondre très simplement. Vous êtes actuellement submergé de taxes diverses et variées. Quand vous gagnez un sou, il est tout de suite divisé par tous les besoins de l'État et ensuite il ne vous reste presque plus rien. Donc ce qu'il faut, c'est changer cela, bien sûr. Il va falloir que les gens ne soient plus plumés comme ils le sont maintenant, et en particulier, alors puisque vous avez 45 ans, vous êtes donc vous approchez de la retraite. Bon, vous faites partie de ceux auxquels il va falloir un traitement particulier, parce que vous n'avez plus le temps maintenant d'épargner autant qu'il le faudrait. Si vous étiez mieux loti sur le plan du salaire, vous le pourriez. Moi, j'ai fait souvent des séminaires avec des médecins, par exemple, qui sont... Mais c'est mon milieu naturel, si je peux dire. Je leur ai expliqué, des médecins de 50 ans, qui me disaient, mais enfin, qu'est-ce que ce système de retraite, pour nous, c'est catastrophique, qu'est-ce que tu en penses? Je leur disais, quittez ce système de retraite, placez, vous avez un peu plus de disponibilité que le citoyen moyen, placez-le, vous verrez, quand vous aurez 65 ans, vous aurez une retraite qui sera supérieure à celle que vous promet la caisse de retraite des médecins. Mais ça n'est pas le cas de Marc, qui lui a un salaire de l'ordre de 1700 €, si j'ai bien compris. Donc ce qu'il faut pour Marc, c'est premièrement qu'on lui enlève la cotisation retraite. Il faut qu'il arrête de cotiser. Et il faut que l'État, comme je le disais tout à l'heure, prenne en charge l'avenir. Sauf que pour le moment, l'État ne le fera pas. Alors, c'est tout le problème. Écoutez, vous le savez, Claude. Je pense que là, nous sommes dans une émission sérieuse, donc je pense qu'on peut dire que si l'État ne le ferait pas, il sera remplacé par d'autres gouvernants. On ne peut pas laisser les Français dans un état de misère. Donc il faut que des gouvernants sérieux prennent le pouvoir et fassent en sorte que l'État réduise ses dépenses complètement insensées et fasse en sorte... C'est là où je dis, nous sommes une émission très sérieuse, mais encore une fois, le doute est permis et vous le savez. Hélas. C'est le doute qui fait avancer, mon cher André, vous le savez très bien. C'est vrai. Si je peux me permettre une dernière... oui, allez-y, Marc. Bon, mon cas particulier fait que j'ai été élève infirmier et je me suis occupé de ma grand-mère. Quand à 40 ans, j'ai reçu de l'État une cotisation pour avoir la retraite pleine. Je l'aurai à 72 ans en tant qu'aide-soignant. J'ai intérêt à changer de voie. Donc je savais d'entrée qu'il fallait que je change de voie. Par contre, si je peux me permettre une remarque, autour de chez moi, sur Bordeaux, le CHU, tout le monde ferme des lits, les gens n'embauchent plus, on n'arrive plus à embaucher et l'État permet tout ça. Ça vient de l'État. Très honnêtement, le système médical est en train de se casser la figure. Ça aussi. Alors, j'entends qu'on change d'État, c'est bien. Non, je vais vous dire honnêtement, aujourd'hui, pour qui voter langue de bois, je ne sais pas. Je peux me permettre d'ajouter, Marc, puisque c'est un sujet que je connais bien,
ayant été même administrateur de la sécurité sociale pendant une période, mais surtout combattant pour la liberté, je vais vous dire que non seulement ce que vous dites est vrai, mais c'est un des plus grands sujets de préoccupation. Il y a actuellement à l'hôpital 35% de fonctionnaires qui ne sont pas des soignants. C'est des choses qu'il faut changer. Moi, j'ai pendant des années écrit des articles et des éditoriaux dans les cahiers de chirurgie qui étaient dirigés par un chirurgien de renom, le docteur Gattelman. Et... Oui, mais ça n'a rien changé. Excusez-moi, Claude. Oui. Vous dites ça. Vous avez écrit, beaucoup de gens ont écrit très correspondants. Le problème, et justement, pour être sérieux, moi, je réagis quand même assez fort. C'est que le problème, c'est qu'ils n'en ont rien à faire. Ils n'en ont rien à faire de vos articles, de tout ça, etc. Tant qu'il n'y aura pas pression de tout le monde pour changer le système, ce système-là, je parle, mais il ne fera rien. Mais je suis d'accord avec vous. Voilà, tout le monde dit oui, c'est ça, etc. Sauf que où est la pression? Où sont les groupes de pression? Alors, la pression, vous avez raison de le dire, mais si je vous suis jusqu'à l'extrême de votre remarque, je vous dirais, mon cher André Berkoff, veuillez venir avec moi, nous allons faire la fête jusqu'au dernier centime que nous avons, abandonner la radio, cesser de vous tourmenter pour faire des émissions intéressantes, vous allez dépenser les 3 sous qui vous restent, et voilà, ce serait donc la défaite de la pensée. Non, la défaite de la pensée n'est pas là. La défaite de la pensée, pas du tout. Mais c'est une autre question, c'est de laisser faire. Et le problème, c'est que vous et moi, on est censé, mais le problème, c'est nous ne laissons pas faire. Nous ne laissons pas faire. Non, on est d'accord. Le problème, c'est comment avoir, ce que disaient Marc et les autres, mais je voudrais que d'autres éditeurs réagissent, comment avoir des gouvernants, quels qu'ils soient, de gauche, de droite, etc., qui comprennent ça et qui l'appliquent. Il est là le problème. Écoutez, mon cher André Berkoff, je vais vous rappeler quand même que j'ai créé la Révolution bleue, qui était destinée justement à remplacer les gouvernants. Est-ce que vous avez pu remplacer ces gouvernants? Alors, je peux vous dire une chose, c'est que nous avons fait des manifestations très importantes qui ont impressionné beaucoup les hommes politiques de l'époque. Et Nicolas Sarkozy, qui allait se présenter à l'élection présidentielle, a arboré les slogans. Mais Claude, qu'est-ce que ça a changé concrètement? Arrêtez de me parler de ça. Vous êtes un homme intelligent, etc. Qu'est-ce que ça a changé? Rien. Vous êtes d'accord ou pas? Franchement. Je suis d'accord sur une chose, et je l'ai constaté hier à la suite de la chute d'une pile de dossiers. Près de mon bureau, j'ai une grosse pile de dossiers qui tient par miracle. C'est le miracle qui est celui qui atteste de la sincérité. Et donc, ils sont tombés, et j'ai revu en les rangeant tout ce que j'avais dit, écrit, que d'autres avaient dit et écrit pendant toutes ces années, et j'arrivais à votre conclusion. Mais le problème, je vais vous citer un exemple qui va peut-être vous parler. Vous avez certainement connu de nom la dissidente roumaine Daina Cornea. Oui. C'était une femme qui, quand on l'a interrogée, c'était après la chute du régime Ceausescu. Et elle a dit ceci. Vous savez, vous me félicitez d'avoir été une dissidente. Oui, j'ai été une dissidente, mais ce que j'ai fait, ça n'est rien. Si nous avions été, je ne vous dis pas 10 000, je ne vous dis pas 1000, je ne vous dis même pas 100, je vous dis 5. Si nous avions été 5, il serait tombé beaucoup plus tôt. Alors, je m'aperçois... Mais je vous rejoins là-dessus, il faut être plusieurs. Alors, nous sommes déjà 2, André Berkoff. Vous vous rendez compte des espoirs que nous avons? Nous sommes beaucoup plus, et je vous rejoins là-dessus. Bien sûr. Et vous avez raison de vous battre, Claude Reichmann. Savez-vous qu'il y a actuellement 500 000 personnes qui, à la suite de notre action, ont réussi à sauver leurs petites et moyennes entreprises parce qu'ils ont cessé de cotiser. À l'époque, c'était le RSI. Oui, et ce que je vous dis, ce n'est pas moi qui l'ai calculé, c'est le RSI lui-même. Eh bien, ça c'est une action, et ça c'est Alors, 500 000 personnes, ça vous impressionne quand même un peu? Même beaucoup. Même beaucoup. Alors, arrêtez de me critiquer. Au contraire, je vous pousse. Non, vous avez raison de le faire. On se retrouve dans quelques instants et on continuera de vous accueillir, chers auditeurs. On ira à Annecy pour recevoir Béatrice. À tout de suite sur Sud Radio, 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les
Français parlent au Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkov avec Claude Reichmann, fondateur du Mouvement pour la liberté et de la protection sociale. Et vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille tout de suite Béatrice de Annecy. Bonjour Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour Monsieur Berkov et merci pour vos excellentes émissions, c'est un plaisir. Merci. Moi j'ai une question que vous avez un peu évoquée par rapport à la garantie des placements. J'ai des amis américains qui en 2008 dans les fonds de pension américains qui ont perdu toute leur retraite et dont j'ai un ami qui a dû reprendre le travail. Donc, sachant que ces placements sont placés en banque et que les banques boursicotent avec cet argent, ils font un peu n'importe quoi. Non, Béatrice, bonjour. Les banques, sachez-le, ne font pas n'importe quoi. Sinon, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de banques. Non, les banques font parfois des choses qu'elles ne devraient pas faire, mais le plus souvent, elles essayent de trouver des placements qui garantissent les fonds de ceux qui les ont confiés. Mais je vais vous donner un petit exemple. Savez-vous que la plupart des retraités français sont aujourd'hui payés grâce à des emprunts contractés par leur caisse de retraite ou par l'État, auprès, par exemple, d'un fonds de placement qui s'appelle le fonds de placement des fonctionnaires californiens. Il s'appelle CalPERS. Et ce fonds de pension vous permet à beaucoup de retraités de toucher leur retraite. J'ai vu récemment... Les retraités français touchent leur retraite par les fonctionnaires californiens. Alors, ce n'est pas que le fonctionnaire californien soit pris d'une affection débordante pour un retraité français. Je voudrais quand même pas raconter d'histoire. Mais c'est tout simplement que ce fonds de pension essaye de trouver des placements qui lui paraissent solides. Et de ce point de vue-là, si les Américains, pour l'instant, prêtent encore à des organismes français, c'est parce que les organismes français dépendent de l'État qui, lui, est capable, encore maintenant, de percevoir l'impôt. Sinon, si demain, il apparaît qu'il y a des difficultés à percevoir l'impôt, ce sera fini. Et je voudrais vous donner un deuxième exemple qui, lui, est relativement récent, même si l'autre est récent aussi. Il s'agit, vous savez, des EHPAD. Il y a un EHPAD, qui a fait scandale récemment parce que... Orpea, pour ne pas le nommer. Orpea. Eh bien, qui avait-il parmi les gens qui ont placé de l'argent? Et il y avait un fonds de pension canadien. Bon, qui pensaient que qu'EHPAD, finalement, c'était bien géré, qu'ils allaient retrouver leur argent. Là, ils sont très inquiets en ce moment, mais ils vont, je crois qu'on va réussir à sauver à peu près. Mais est-ce qu'il n'y a pas des exemples Madoff, je reprends la question de Béatrice, juste pour terminer. Malheureusement, on a énormément d'auditeurs, mais on n'a pas assez de temps, là. Mais... Est-ce qu'il n'y a pas quand même, enfin on ne va pas donner l'exemple de Madoff et ce qui s'est passé en 2008. Vous pouvez le donner, voilà. C'est le système. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui perdent tout, quoi, leurs Alors Madoff, c'est le système français, puisque on paye, jusqu'à présent, on a payé les gens en fonction de ce qu'ils avaient cotisé. Et puis de plus en plus, on n'arrive pas à les payer. Alors on trouve des expédients. Mais Madoff faisait exactement cela. Le système français, c'est un système Madoff. C'est le schéma de Ponzi. C'est un schéma Ponzi, une pyramide de mensonges. Mais ce que je voulais vous dire en ce qui concerne, et surtout répondre à Béatrice, c'est que les garanties que peuvent vous offrir des placements que vous feriez, et si possible diversifiés, parce qu'un principe de base, c'est de ne pas mettre, comme on le dit chez nous, en France, tous ses œufs dans le même panier, mais si vous diversifiez vos placements, vous pouvez avoir les meilleures garanties possibles. Et sachez, par exemple, aux États-Unis, ils ont fait quelque chose d'intelligent. Ils ont interdit finalement à ce que les salariés placent dans le fonds de pension de leur entreprise. Et je me rappelle, moi, je faisais des cours sur le système américain dans une université, et j'avais cité l'exemple de ces travailleurs de Gillette, vous savez, l'entreprise Gillette, qui arrivait par un hasard heureux de circonstances, arrivait à la retraite,
touchaient 2 fois plus que leur salaire habituel. Parce que la firme Gillette marchait très bien. Oui, mais il y a un danger dans ce genre de situation. Si c'est un peu spéculatif, ça peut devenir dangereux. Donc il faut des garanties. En tout cas, écoutez, vous avez eu quand même une vision de ce qui se passe. Claude Reichmann a sa théorie et sa pratique en disant attention. Et il a parlé du fait que les 345 milliards appartiennent d'abord aux actifs, et il ne faut pas l'oublier, et que l'État doit garantir, et puis sachez comment investir. Merci. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. On aimerait tous vous recevoir, et merci à Claude Reichmann pour ses éclairages sur les retraites. Claude Reichmann, homme politique, dramaturge et essayiste français, fondateur du mouvement pour la liberté de la protection sociale. À tout de suite sur Sud Radio. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaie.